Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. Cet épisode est consacré à l'hypnose, qui, bien que de plus en plus répandue, notamment en milieu hospitalier, reste encore chargée de mystères et de craintes. Je souris d'ailleurs souvent en entendant des personnes clamant fièrement qu'elles ne sont pas hypnotisables, comme si c'était une preuve de faiblesse. Alors, ignorance ou fierté mal placée, l'hypnose, c'est tout sauf une preuve de faiblesse. Au contraire, elle fait appel aux capacités de l'imaginaire, de la créativité et à ses propres capacités de guérison habituellement inexploitées. Vous ne le savez peut-être pas, mais tout le monde est en état d'hypnose naturelle plusieurs fois par jour. Concrètement, l'hypnose est un phénomène naturel qui apparaît couramment chez tout le monde, que nous pouvons expérimenter, par exemple quand nous sommes plongés dans nos pensées, les yeux dans le vague, sans prêter attention à ce qui nous entoure. Souvenez-vous à l'école, assis au fond de la classe en écoutant le prof. Et puis à un moment, vous regardez par la fenêtre et hop, votre esprit semble s'envoler et vous suivez distraitement les pensées qui s'enchaînent et vous mènent très loin de la salle de classe. Vous êtes à la fois là et ailleurs. Vous êtes en état d'hypnose. Et quand vous êtes au volant sur un trajet hyper connu, n'avez-vous pas remarqué que vos pensées s'envolent sans suite logique pour le conscient ? Eh bien, c'est aussi un état d'hypnose. En d'autres termes, c'est le fait d'être présent sans l'être en même temps, comme une dissociation entre corps et mental. Ce sont tous les moments où l'esprit logique et rationnel se soustrait, un état singulier et naturel que nous connaissons et que nous pratiquons tous sans nous en rendre compte. Un état où la vigilance habituellement hyperactive est comme endormie, engourdie. Et dans cet état, on lève ou au moins on desserre ses freins, ses blocages, pour laisser les pensées s'enchaîner librement, sans autocensure, vers de nouvelles solutions. Le travail de l'hypnothérapeute consiste à appliquer des techniques qui reproduisent cet état naturel pour ensuite guider la personne vers des ressources personnelles peu exploitées, car bien souvent prisonnières du mode conscient et contrôlant. Et rassurez-vous, l'état d'hypnose n'enlève en rien le contrôle que vous avez de vos actions. En effet, votre cerveau dispose de sécurités qui restent actives malgré l'état d'hypnose. Mais alors, pourquoi voit-on dans certaines émissions des gens qui semblent véritablement sous l'emprise de l'hypnotiseur ? Dans l'hypnose de spectacle, comme dans n'importe quel spectacle, il y a bien sûr une mise en scène et la préparation d'un climat. Et puis une série de techniques. Il ne s'agit pas de magie du tout. Quoique, ne dit-on pas que la magie, c'est quand l'âme agit ? Concrètement, l'hypnose de spectacle fonctionne par une succession de processus directifs et invisibles. Les spécialistes de l'hypnose de spectacle enchaînent de manière très directive et en l'espace de quelques secondes, confusion, dissociation, rupture de cadre, synchronisation, rupture de pattern, qui mettent le sujet en état de grande confusion, ce qui le rendra réceptif à la consigne donnée. Le cerveau, sursaturé par la succession de ces techniques, sera comme soulagé de répondre à une consigne précise. Et bien sûr, ces techniques s'apprennent. Alors évidemment, le talent, la présence et le charisme font la différence, comme pour toutes les techniques. Alors comment ça marche ? Je vous propose d'entrer dans les coulisses. L'hypnose agit sur l'inhibition. L'inhibition, c'est la capacité d'empêcher, de réprimer ou de suspendre une réponse automatique. Vous avez sans doute tous fait cet exercice qu'on appelle le test de Stroop, qui consiste à lire à voix haute des mots, qui sont des couleurs, mais écrits avec une encre différente de celle du mot. Par exemple, bleu est écrit en jaune ou rouge est écrit en vert. Cette tâche implique d'inhiber la lecture automatique et de sélectionner l'information pertinente en activant sa capacité attentionnelle. En psychologie, l'effet Stroop, c'est l'interférence que produit une information non pertinente
au cours de l'exécution d'une tâche cognitive. La difficulté à ignorer ou filtrer l'information non pertinente se traduit par un ralentissement du temps de réaction et une augmentation donc du pourcentage d'erreurs. Cette compétence s'acquiert au fil de nos expériences dans notre vie quotidienne, quand nous nous concentrons sur la voix de notre interlocuteur et filtrons le bruit ambiant, quand nous conduisons notre voiture et que nous sommes attentifs uniquement à la route. En réalité, nos capacités d'inhibition sont si bien développées que nous pouvons inhiber à peu près tout. Des sensations, des souvenirs, des réponses automatiques. Le praticien en hypnose joue de ce répertoire d'inhibition, que ce soit dans le cadre d'un spectacle ou dans un but thérapeutique, en empêchant par inhibition certaines cartes mentales ou parties de cartes de s'activer automatiquement et d'intervenir dans le traitement de la situation. L'hypnose thérapeutique permet de déprogrammer des comportements appris et assimilés inconsciemment, qui sont bien souvent des diktats familiaux, culturels ou sociétaux, et qui pourtant orientent nos choix de vie, et invite le sujet à les remplacer par des comportements plus justes et plus adaptés à ses valeurs profondes. Et je ferai prochainement un épisode sur l'importance des valeurs. L'état d'hypnose, c'est un espace intime de changement, de reconstitution de son rapport au monde et aux choses. En état d'hypnose, le patient développe une conscience sélective et pendant ce moment, le corps et l'esprit conscients sont dans un état de passivité, ce qui permet au patient d'accéder à une plus grande communication avec son inconscient. Le patient est au fond de lui et en contact avec ses outils nécessaires pour se réparer. Le thérapeute travaille avec le patient dans une relation de confiance et d'échange afin de solliciter sa propre capacité à guérir, lui permettant de découvrir les ressources intérieures qui existent en lui, celles qui vont résoudre ses problèmes par l'intermédiaire de l'imagerie mentale, de la visualisation ou encore des suggestions positives. Le patient détient le pouvoir de changement et le praticien organise la rencontre. C'est ce que disait Milton Erickson, dont je vais vous parler. Alors, intéressons-nous à présent à l'hypnose ericksonienne, qui est celle que je pratique, et à son fondateur, le psychiatre américain Milton Erickson, à qui l'hypnose moderne doit beaucoup. Et d'ailleurs, son histoire illustre bien l'efficacité de l'hypnose et, dans son cas, de l'auto-hypnose. À 17 ans, Milton Erickson contracte la poliomyélite, une grave affection qui peut laisser handicapé à vie. Après une période de coma, il reste paralysé et personne ne pense qu'il remarchera un jour. Mais l'adolescent découvre le pouvoir de l'autosuggestion et parvient petit à petit à faire bouger ses muscles. Et en l'espace de quelques mois, il recouvre toutes ses facultés motrices. Bel exemple pour convaincre, non ? Devenu médecin psychiatre, Milton Erickson va continuer d'exploiter cette puissance de l'inconscient et de l'autosuggestion. Il crée une méthode de communication indirecte et structurée qui adresse de façon détournée des options de solutions visant à déclencher les ressources profondes présentes au cœur de chaque individu. Partant du principe qu'il existe en chacun de nous toutes les capacités de guérison ou de résolution des problèmes, la démarche consiste à générer la motivation inconsciente pour les mettre en œuvre en apportant une orientation voilée qui permet de sortir soi-même des blocages et processus négatifs. L'hypnose ericksonienne puise parmi plusieurs techniques de communication et vise à créer un échange entre conscient et inconscient, avec l'aide de métaphores, de recadrage, d'activation de rêves, de suggestions indirectes ou composées et d'altérations sensorielles. Mon conseil ? L'hypnose ne fonctionne que si on est soi-même décidé à changer quelque chose, pour son bien à soi, pas si on vient sur la demande expresse d'un conjoint, d'un parent. Le bon déroulement et l'efficacité d'une séance dépendent aussi, bien sûr, du lien de confiance qui s'établit avec le thérapeute. Bien évidemment, choisissez bien votre praticien, mais ne vous privez pas de cette expérience qui ouvre l'accès à vos ressources inconscientes. Et pour se quitter en douceur, je vous propose de vous installer confortablement,
de trouver une position agréable. Et puis vous respirez profondément, calmement. Vous inspirez le calme par le nez et vous soufflez toutes les tensions avec la bouche. Et peut-être même que vous fermez les yeux, tranquillement, en signe de retrait du monde extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur est pour le moment bien plus intéressant. Vous ne trouvez pas ?